Alors penchons-nous sur le chapitre 4 de La boîte à merveilles. Ce chapitre est un vrai tournant. Ce qui commence comme une simple visite entre amis avec des gâteaux et des politesses, eh bien ça va très vite basculer dans le drame. C'est là qu'on découvre les failles d'une société où la confiance peut devenir une faiblesse et la justice une illusion. Voyons un peu comment Sefrioui met tout ça en scène. Pour bien comprendre ce chapitre, on va suivre le déroulement des choses, pas à pas. On commence avec les préparatifs d'une visite qui semble tout à fait ordinaire. Puis, on verra comment les apparences se fissurent pour révéler un vrai drame personnel, une injustice flagrante. Et au final, ça nous amènera à des questions bien plus profondes sur la société de l'époque. Bon, tout débute avec un véritable rituel. Avant même que la visite commence, on sent son importance. Les préparatifs, ce n'est pas juste une question de politesse, non, c'est un événement social, une vraie mise en scène. Et regardez ces offrandes, elles ne sont pas choisies au hasard. Les gâteaux, le selou, le poulet, le pain de sucre, tout ça c'est un langage, c'est une façon de dire « notre amitié est précieuse, ce moment est important ». C'est bien plus qu'une simple courtoisie, c'est un acte de respect mutuel. Là, Sefrioui fait quelque chose de très subtil. Il nous dit que Lala Aïcha et sa maison, au fond, se ressemblent. Elles ont toutes les deux connu des temps meilleurs. C'est une image très poétique pour nous suggérer que derrière la façade soignée, il y a une sorte de noblesse un peu fanée, un passé plus glorieux. Et cette impression, elle se confirme dès qu'on passe le seuil de la maison. Au premier abord, tout semble parfait. C'est le calme, l'harmonie, une façade impeccable, juste avant que la tempête ne se lève. On le voit bien dans la description. Propreté méticuleuse, énorme coussin brodé, chaque détail, que ce soit la faïence qui vient d'Europe ou la pendule bien en vue, ce sont des marqueurs sociaux. Ça crie presque, on a un certain statut, on tient notre rang, même si en réalité tout est bien plus fragile qu'il n'y paraît. Et la journée se déroule comme n'importe quelle autre, vraiment. Les femmes papotent, échangent des compliments, les enfants, eux, sont sur la terrasse, ils jouent à la mariée, ils s'inventent un monde, et bien sûr, ça discute des voisines. Bref, la vie de quartier typique, avec ses petits rituels. Une tranquillité qui semble parfaite, mais ce n'est qu'une apparence. Sauf que, voilà, cette tranquillité, cette façade paisible, elle est sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Et la rupture va être brutale et dévastatrice. Voilà le moment précis où tout bascule. Lala Aïcha revient, et ce n'est plus la même personne. Son visage est complètement défait. D'un seul coup, le masque tombe. Le drame fait irruption dans la pièce, sans crier gare. On ne comprend pas tout de suite l'ampleur du problème. La vérité, elle n'arrive que le lendemain, lorsque la mère du narrateur raconte toute l'histoire à son mari. Et ces mots sont terribles. C'est ce qui pose le décor pour le récit d'une trahison amère. Et c'est en écoutant le récit de la mère, qui est révoltée, qu'on saisit toute l'histoire. On comprend ce qui est arrivé au mari de Lala Aïcha, bien sûr, mais on ressent aussi cette solidarité très forte qui unit les femmes face à l'épreuve. Et cette trahison, elle suit une mécanique implacable, en 4 temps. Tout part d'un acte de gentillesse, l'embauche. Puis vient la confiance, une confiance aveugle. Ensuite, l'association, sans aucun papier. Et pour finir, la trahison pure et simple. C'est un engrenage fatal, vraiment. Ce qui est frappant ici, c'est le contraste total entre les deux hommes. C'est presque l'archétype du bien contre le mal. D'un côté, il y a Moulay Larbi, généreux, bienveillant, peut-être un peu trop naïf. Et de l'autre, Abdelkader, l'escroc, le calculateur, qui profite de cette bonté sans le moindre état d'âme. On a vraiment la victime et son bourreau. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que le système l'abandonne complètement. Chaque porte se ferme. Le garde du pacha veut un pot de vie, le prévôt des marchands ne fait rien, et les experts de la corporation, ils donnent raison à l'escroc. La justice, au lieu de protéger l'honnête homme, devient complice de l'injustice. C'est révoltant. Alors, on le voit bien, cette histoire va bien au-delà d'une simple querelle d'argent. Elle soulève des questions beaucoup plus profondes, des thèmes essentiels. Et c'est là que le chapitre prend toute son ampleur et nous donne vraiment matière à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, la fragilité de la confiance, mais en face, la force incroyable de la solidarité féminine. On voit aussi une justice corrompue qui laisse tomber les gens bien. Et puis, surtout, on assiste au choc entre deux mondes, celui de la parole donnée, où un mot vaut un contrat, et un autre monde, beaucoup plus cynique, où seul le papier a de la valeur. Finalement, ce qui arrive à Moulay Larbi, ce n'est pas juste son histoire personnelle. Non, c'est un miroir qui nous montre les valeurs, mais aussi les failles et les forces de toute une société. Et c'est une question qui résonne encore bien après avoir refermé le livre. Comment est-ce qu'une épreuve individuelle peut en fait nous révéler la vraie nature d'une communauté ?